Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. On va parler de beaucoup de choses parce que Fernand était en feu. Il était en feu lors de l'UFC 279, ça se passait sur RMC, mais surtout sur le Twitter de Fernand Lopez parce que là, dès les prélims avec Chris Barnett, quelqu'un était très, très, très hypé. Bah oui, c'était. Je suis ultra fan de Chris Barnett, mais genre depuis qu'il était en Corée déjà, je le suivais et tout, et là tu sais, c'est toujours le scénario du mec qui est censé perdre quoi. C'est que tout est fait pour qu'il perde. Ça commence mal, ça se passe mal. Il a l'œil fermé, il pisse le sang de partout. Il a visiblement la mâchoire cassée. Euh, il a un mec qui est super grand par rapport à lui. Et puis voilà quoi, donc ça se passe très mal et puis mais il maintient, il revient, il fait face, il montre beaucoup de cœur, il enchaîne. Ah, je suis fan du cœur. Voilà quoi, quand on peut lâcher le corazon là-dedans, moi j'adore, tu vois. Et puis ensuite, la post-fight interview au micro de Joe Rogan où tout le public là a été pris par les émotions avec Chris Barnett. Est-ce que pour toi, ces combattants-là, enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est possible de fabriquer des gars comme ça qui, ils sont à un point dans leur carrière où victoire-défaite, on s'en fout, on a juste envie de les voir. Et tu vois, s'il avait perdu, ça aurait pas été grave non plus. Bah, et je pense pas qu'on peut les fabriquer. Je pense qu'il y a le naturel. À chaque fois que on a quelqu'un qui essaie de faire un fake et qui essaie d'imiter quelque chose, ça ne se passe pas bien de manière générale. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est naturellement comme ça. Il est jovial constamment, il danse, et puis il maîtrise l'anglais. Du coup, il se lâche. Il a un anglais pas très soutenu, c'est plutôt un anglais de quartier, mais ça marche justement bien. Non, moi, j'ai trouvé magnifique. J'ai adoré sa performance à la fin. J'ai adoré le fait qu'il abandonne pas parce que c'est un miracle que déjà le médecin l'ait laissé continuer parce que son nez était quasiment fermé. Il devrait être arrêté vu comment sa mâchoire tombait, même si je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une mâchoire cassée parce qu'ensuite il parlait normalement. Et puis il n'y a rien qui a été reporté sur sa mâchoire cassée, mais en tout cas, il était abîmé. Il était mal, il n'y avait quasiment pas de solution et il a renversé la vapeur, il a réussi à douter le mec qui était plutôt confortable. Et donc, c'est génial, je trouve ça fantastique et du coup, moi, il m'a volé mon cœur. Oh, c'est trop beau. Non, en vrai, je pense qu'il a gagné énormément de fans Chris Barnett et ça fait plaisir. Et sur la carte, il y avait aussi donc Chris Barnett avait manqué le poids, ce qui est suffisamment rare quand même pour être mentionné chez les poids lourds. Et il y a pas mal, cette carte-là, il y a plein de gens qui ont manqué le poids. Vas-y. Quasiment tout le monde a manqué le point, c'est un truc de fou. Et puis, ce qui est bien, bon, enfin, ce qui est bien, je pense qu'il aurait eu comment on appelle ça? Le bonus? Le bonus de la performance ou du retour ou du je sais pas quoi, mais en tout cas, il n'en a pas eu. Et Dana White a signalé en presse-conférence qu'il comptait s'occuper de lui dans les backstage. On sait ce que ça veut dire. Oui, il aura un petit truc, le Chris Barnett. C'est ça. Et Mais, c'est bien, c'est mérité. mais C'est, d'ailleurs, c'est- vas-y. les promoteurs sportifs, c'est tout ce qu'on veut. Il y a un bon show, on craque. On craque, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, au global, avant de parler de Ramzad, de tout ce qui s'est passé, pour cette carte de l'UFC 279, moi, la piste que j'ai sur le fait qu'il y ait eu tant de pesées manquées, une fight week aussi rocambolesque, c'est que mine de rien, là, je pense que pour ce pay-per-view là, l'UFC a été un petit peu victime de son calendrier effréné, puisque tout a été finalisé 2 semaines avant, enfin officialisé en tout cas, parce qu'il y a des tractations avant, mais officialisé 2 semaines avant l'événement. Et donc c'est vrai que bon, je pense que pour un certain nombre d'athlètes qui peuvent cutter un petit peu, ça peut être compliqué. Absolument. Mais ça, c'est de plus en plus. Parce que à partir du moment où il y a une carte, une fat carte qui a du retard, le calendrier annuel se bouscule. Enfin, nous, à notre petite échelle d'un événement, je parle de nous, je parle de la RES, un événement par mois, quand on a du retard sur une fat carte, tout le reste découle de ça. La communication ne peut pas se déclencher parce qu'on est en retard. On ne peut pas sortir certaines affiches parce qu'on n'a pas encore tous les contrats signés. Tout se bouscule et tout est compliqué. Et là, ils ont pas mal de retard. Moi j'ai des athlètes sur l'UFC
Abu Dhabi, qui n'ont pas encore tous les détails de ce qui va se passer. On a du retard. J'ai basé sur la FAT4 qui arrive après. On a du retard. C'est complexe en fait. Ces jours-ci, il y a beaucoup de retard, un peu comme on a vu sur l'UFC Paris. On était à moins 2 semaines et il y avait toujours des signatures et des négociations. À moins une semaine, il y avait encore des négociations pour l'UFC Paris, des tractations, des discussions. Enfin, voilà, aujourd'hui, ils ont beaucoup de boulot. Ils doivent donner 52 combats à ESPN et donc voilà, faut remplir les cartes, il faut bosser à flux tendu et dès qu'il y a du retard, bon, ça se complique. Et il y a eu la fameuse pesée manquée par Khamzat Chimaev. De ce qu'on m'a dit par des sources internes à la team Khamzat Chimaev, c'est que et toi tu vas du coup donner ton expertise là-dessus et dire si oui ou non on m'a peut-être baladé ou pas. Hein. C'est que Khamzat faisait son processus de cutting habituel, tout allait très bien et les visages ont commencé à se crisper parce que il arrête, il ne perd plus. Il ne perd plus et ça se poursuivait comme ça. Ils ont fait quasi une nuit blanche, rien ne se passait. Les médecins sont arrivés, ils ont dit bon bah les gars, fin de chantier, faut arrêter. Et c'est ensuite ce qui s'est passé. Il a manqué le poids de 3,5 kilos. Est-ce que pour toi, alors il y a Andreas Michaels qui est le head coach de Khamzat Chimaev qui a dit que c'était de sa faute, qu'effectivement c'était lui et non les médecins qui avaient dit on arrête. Toi, est-ce que c'est juste un accident de parcours où tu te dis là, attention quand même? C'est une alerte. C'est une alerte. Et quand tu entends le discours de Khamzat Chimaev à la fin, à la presse-conférence, quand on lui demande, tu veux quoi comme KT? Tu veux faire quoi comme KT? Et tu l'entends dire, je vais d'abord rentrer, je vais discuter avec mes coachs. Ça sous-entend qu'il y a eu déjà des alertes et que le coach a dit, arrêtez vos conneries de 77, ça ne passe plus. J'ai eu la même chose avec Nassourdine. À un moment donné, ça ne passait plus. Et donc, j'avais beaucoup de gens qui ont critiqué sur quand il a perdu son combat contre Phil Oz. Il y a des soi-disant experts qui disaient, oui, mais non, il a perdu parce que c'est pas sa KT, 177 kilos, machin. Mais les gars ne se rendaient pas compte que nous, on foutait Nasruddin 2 heures dans le sauna et il n'y avait pas une goutte qui perlait, quoi. Enfin, il n'y avait rien qui sortait, il n'y avait rien qui partait au bout d'un moment. C'est dû à quoi ça juste, Fernand? Le fait qu'au bout d'un moment, il y ait plus rien qui sorte? Non, je pense juste que les glandes sudoripares sont propres à chacun, quoi. Les individus, on a une particularité sur ce qui est les glandes sudoripares et que chacun a sa manière de transpirer ou pas. Il y a des gens qui vont pète rapidement et puis d'autres qui ne vont pas pète du tout. Dans le cas de Nassourdine, non, tu vois, quoi, ça ne sort pas, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui est fait. Et la première des choses à dire, c'est que Ramzan n'a pas à dire, les médecins m'ont dit de stopper. Avant qu'on arrive sur les médecins qui te stoppent, ça veut dire que la perte de poids, elle a déjà loupé, elle a déjà été manquée. Alors ça, c'est pour ça aussi que les gens ont trop eu Ramzan, c'est que il n'a pas assumé sa partie sur le problème. Pour qu'il y ait perte, qu'il y ait, qu'il y ait intervention du médecin, c'est que j'ai eu la même chose avec Véronica Macedo au Chili. Non, c'était même pas au Chili. C'était En au Uruguay, Brésil. non? Ah, c'est Non, au non, Brésil? non. Okay. Uruguay, elle a combattu, elle a eu le bonus de Oui, c'est vrai. la soumission de la soirée. Chili, elle a combattu. Elle a perdu contre Andrea Lee, je sais plus, KGB. Et puis, c'était au Brésil. Je ne sais plus si c'était Rio ou c'était São Paulo. Je pense que c'était São Paulo. Et en gros, on n'arrivait plus à perdre le poids, il n'y avait rien. Bah, c'est moi qui annonce au médecin. Le médecin, il n'est pas au courant. Avec, pour que le médecin vienne, c'est le coach qui doit appeler le médecin. C'est moi qui signale au médecin de l'UFC il y a toujours 2 médecins qui sont là à l'intérieur, dans l'hôtel, en permanence. Et donc, tu appelles celui qui est responsable du site. Si tu es à Abu Dhabi, tu vas appeler Mathieu. Si tu es à Paris, tu vas appeler... en fonction de l'endroit où tu te trouves, Vegas, machin, il y a des responsables sur les sites. Tu appelles le responsable de l'événement sur le site qui va, ou alors tu as un numéro de téléphone du médecin sur la feuille qu'on vous donne, tu appelles le médecin, il passe de sa chambre, de son étage, il descend à votre chambre. Et tu lui dis, bah, ça va pas,
Véronique, elle commence à avoir mal, quand on maintient la perte de poids, on lui a fait faire 2 bains, ça bloque, ça fait mal et tout. Bah, il va prendre les symptômes, il va checker, il va dire, bon, on arrête, c'est fini, c'est mort. Il envoie un message au matchmaking, c'est fini, combat annulé. Fin de l'histoire, il ne peut plus perdre de poids. Donc, ce n'est pas le médecin qui est au courant, tout ça, il n'est pas magicien. À un moment donné, on jette l'éponge. On se dit, c'est mort, ça ne peut plus passer. Et là, on passe à autre chose. Donc, il faut constater que la perte du poids, enfin, déjà, pour être très honnête, il y a plusieurs écoles. La mienne n'est pas de perdre du poids, de faire du cutting la veille. Le principe de cutting, c'est d'extraire de l'eau, donc de faire de l'hyperdéshydratation très rapidement. C'est une affaire de temps. J'ai une fourchette sur laquelle je dois retirer l'eau de l'organisme et remettre l'eau de l'organisme avant que l'organisme ne se rende compte qu'on lui a retiré de l'eau et qu'il ne soit et que les effets de la déshydratation ne prennent vraiment, ne deviennent pas vraiment quelque chose de lourd. Donc, l'idéal, c'est que la déshydratation se passe dans la journée du combat. Effectivement, on a fait de l'hyperhydratation pendant longtemps. On arrive le jour de la veille, on va couper l'eau. Et donc, du coup, le principe, c'est que comme on a beaucoup bu, les fonctions urinaires se mettent en route et ça évacue beaucoup l'eau. Et du coup, l'organisme va continuer à croire qu'on est en train de boire, mais on ne boit plus et l'eau sort. Et donc, du coup, on va dormir sans boire, on va se coucher et on commence cette sécheresse-là où on assèche un peu le corps. Le lendemain, comme la pesée commence à 9 heures, on va se réveiller à 7 heures et démarrer à 7 heures. On se donne 2 heures. 2 heures sur lesquelles on va mettre le corps en route avec des mouvements sportifs, histoire de créer ce qu'on appelle la thermorégulation. Le corps va se battre parce qu'il a chaud quand on le monte en température. L'organisme va se battre pour évacuer par les pores avec la sudation. Quand cette thermorégulation est mise en route, on va soit choisir le bain, soit choisir le sauna, ce que tu veux, la couverture, et on va mettre le processus en route. L'idée, c'est que ce processus dure moins de 2 heures, moins d'1 heure même quand on peut, donc on puisse sortir rapidement l'eau du corps et le remettre. Dans les cas de personnes comme moi, j'ai arrivé à perdre 4 litres et demi d'eau en 1 heure. Donc, il y a des personnes qui ont la transpiration facile, et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette transpiration facile. Dans le cadre de Ramzad, je pense que c'est ça. En tout cas, dans le cadre de Nassourdine, c'est sûr, c'est une certitude. Daguerre Nassourdine, ça ne transpire pas beaucoup. Alors qu'il y a d'autres personnes, je suis allé avec Tonton en Thaïlande pour un combat, on a perdu en l'espace d'une heure 30 minutes, on a perdu 5 kilos, 5 litres d'eau. Ok. Parce qu'il transpire beaucoup et on n'arrivait plus à arrêter. On a perdu environ 4 litres et demi à la fin de la pesée. On s'est arrêté, pile poil où il fallait. Sauf que entre le déplacement de l'endroit de notre hôtel au lieu de la pesée et entre l'attente de la pesée, il a continué à se déshydrater puisqu'il ne buvait pas et on a encore perdu 500 grammes d'eau. En gros, on est descendu, il était censé combattre à 83 kg 900, à moins de 84 kg. On s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait quasiment 82 kg parce que le calcul était mal fait de ma part et qu'on a prolongé le processus, enfin, non, le processus de la thermorégulation a continué et on s'est retrouvé dans cette situation compliquée. Donc, première des choses, responsabilité à Ramzad et son équipe d'avoir pas pu faire le poids. C'est pas la faute au médecin. Le médecin intervient pour te dire, là, tu deviens dangereux pour ton corps. Là, si tu continues à perdre le poids, tu vas te faire mal. Tes fonctions rénales ne sont plus correctes, elles sont mises en danger. Il faut arrêter. Ça, c'est une chose. Ensuite, le gars arrive, bon, il fait comme il peut, il essaie de faire comme s'il n'est pas touché. Bon, comme il dit à la conférence de presse, vous voulez que je fasse quoi? Que je pleure? Je rigole, je souris, parce que je peux rien faire, c'est comme ça. Le mal est fait, c'est fait. Donc, du coup, il va avoir son combat, mais il arrive et il déchire son adversaire. Donc, il lui met la main dessus. Il sait très bien que le public est simple. Il y a une victoire, tu repars, tout le monde t'aime. Il y a une défaite et tu te comportes mal, ça se passe mal. Il sait qu'il doit être extrêmement expéditif.
Et donc, il va mettre la main sur son adversaire et il va le courser partout. Il va le coller comme un morpion, ne jamais le lasser. Je suis complètement impressionné par ce que nous a donné Kevin Holland en termes de recomposition systématique. Pour un mec qui ne connaît pas le JJB, il fait bien sa recomposition. Voilà quoi. Voilà. Il a glissé plusieurs fois, voilà quoi. Il a su s'en sortir plusieurs fois et c'est pas mal. Mais Ramzan arrive, il soumet le mec et derrière ça, il est bankable. Pour moi, il n'y a pas plus triste dans la vie pour un combattant que de faire une entrée avec de la platitude. Tu rentres dans l'arène et il n'y a personne qui siffle ou il n'y a personne qui applaudit. Deux choses l'une. Il faut être polarisant. Et là-dessus, il a réussi son bail. Il y a des moments où il arrive et puis il y a des gens qui applaudissent. Mais là, pour le coup, j'ai ressenti ce qu'on a ressenti à Houston avec Cyril Gane. Le niveau de sifflement était inadmissible. C'était juste pas possible. C'était toute la salle qui huait. Mais c'est bien pour ces affaires. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça, c'est que la polarisation fait que tu as 19 000 places vendues et tu as 16 000 places qui sont venues pour voir comment on va décapiter Khamzat Chimaev. Ils vont être déçus, mais ils sont venus voir. Ils ont payé leur place. Nous, les gens ont allumé la télé pour voir Khamzat Chimaev perdre. Moi, j'ai pas pu euh, parier ou donner mon avis. Je ne parie pas d'ailleurs, mais donner mon avis sur ce que sur le combat. Je l'ai dit à quelqu'un, il va se reconnaître, Baki. Ben, Sankou, il m'a envoyé un texto. Je suppose qu'il aime beaucoup Ramzat. Mais en tout cas, je sais pas, je sais pas pourquoi il voulait le savoir par curiosité. Baki m'a envoyé un message juste avant le combat de Ramzat. Il m'a demandé, coach, c'est quoi ton pronostic? Je lui ai dit soumission round 1. Il dit, ouais, tu connais, hein. Et bon, je suppose donc qu'il supportait, il voulait que ça se passe comme ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il m'a envoyé le texto après. Yes, bien vu, coach. Mais en tout cas, euh, il n'y avait pas de solution possible. Il fait. Alors, il n'y avait pas de solution possible. Le, 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 le jeu de chaise musicale qu'a fait Dana White, c'est extrêmement fort. C'est très bon. Et c'est ça que j'aime sur le MMA et que j'aime sur le boulot de promoteur sportif. Promoteur sportif, c'est ça. Et c'est là où la promotion sportive en MMA a pris de l'avance sur la promotion sportive de la boxe anglaise. Imagine un délire. Tu arrives en kickboxing ou en boxe anglaise. Il y a quelqu'un qui n'est pas au poids, l'autre qui n'est pas machin, machin. Est-ce que tu imagines pouvoir changer et interchanger les athlètes? Impossible. Aucun camp ne va accepter. Impossible. Tout est millimétré en boxe anglaise. Le choix des gants, le choix des noms, le grammage, le machin. Et surtout, sur une même carte, il n'y a pas... En fait, même une carte comme l'UFC 279 qui est pas la plus dense, il n'y a pas ce même niveau. Voilà. Voilà. Il n'y a pas tous ces niveaux-là de personnes qui peuvent s'interchanger. Il y a un grand nom et ensuite il y a des moyens noms, enfin vraiment bas, et puis il y a des noms qui ne... Voilà. Bref, Dana White et son équipe ont été extrêmement réactifs à recomposer les cartes. Moi, je ne suis pas fan de cet choix. J'aurais été le manager de Lee, j'aurais refusé. C'est pas le bon match-up. Il a déjà assez donné. Lee, rappelez-vous, c'est le premier qui met en lumière Khamzat Chimaev. Le mec est donné en pâture. On l'a donné vraiment comme, on l'a donné en mode, bon, on n'a pas le choix, on doit donner l'hameçon, on doit mettre quelque chose sur l'hameçon, t'es là pas. Vas-y, viens, on teste ce mec, on voit ce qu'il est. Khamzat l'a chargé comme un petit, l'a ramené devant Dana White, l'a étranglé rapidement. Tu vois, c'était vraiment, voilà. Et le gars ne discute pas. Ensuite, il revient, ok, tu as été excellent. Tu sais quoi, on va te récompenser. Devine qui on lui donne comme récompense. Muslim Salakov. Un bordel. Heureusement, il passe la barrière. Il réussit à gagner le combat. Derrière ça, c'est toujours une galère. Et là, on lui fait quoi? On lui donne un mec qui a 6 kilos de plus que lui. Franchement, et à la fin,
il va perdre sur un combat que je trouve c'est c'est pas possible qu'il ait perdu le combat. On peut discuter si son L'avantage, c'est que adversaire tout a le monde est gagné. d'accord avec toi. Oui, mais c'est triste. C'est quand même, moi, ça me fait de la peine pour lui parce que quand tu vois sa trajectoire, ce jeune-là a fait une performance exceptionnelle. L'adversaire qu'on lui a mis est un grand combattant, un vrai bon boxeur. Alors, sa performance du jour n'était pas bonne. Celui qui a affronté Lee n'était pas terrible. D'habitude, il fait mieux que ça. Les jabs qu'on dit qu'il a envoyés, même les jabs n'étaient pas des jabs où la tête fait ça. C'était des jabs, voilà, corrects qu'on a pu, qu'il accompagnait. Il n'y avait pas grand-chose de son côté, vu ce qu'il y a fait. Quand tu vois les deux mecs en gabarit, c'est David et Goliath. Mais tu as envie que David gagne, quoi. C'est pas possible d'imaginer ça autrement. Et donc, finalement, il y va, il se débat pour toucher, sorti, toucher, sorti. Il réussit à trouver la solution. Il gagne son combat et là, on le lui vole comme ça. J'ai trouvé les juges difficiles dessus. Comme tu dis, tout le monde était d'accord, y compris Dana White, il était d'accord, il disait que il a gagné. J'espère vraiment qu'on va le récompenser et qu'on va lui donner beaucoup plus que, enfin, on va lui donner des bons combats, on va pas le rétrograder. J'espère qu'on va lui donner des bons combats et qu'il va continuer sa lancée vers l'avant. Et Mais il en a tout cas, gagné le cœur des fans aussi, ce qui est ça, quasi inestimable en MMA, et à c'est ça, l'UFC surtout. c'est ça, c'est une grosseur, c'est une grosseur. Alors, il y a deux moyens. Tu peux ne pas gagner les fans, le cœur des fans, mais gagner les fans parce que tu les obliges à venir te regarder. Hamzat Chimaev a perdu beaucoup de fans à lui, mais il a gagné beaucoup de haters. Et les haters, ça paye. Je suis bien placé pour le savoir. Il est fort, il est très fort. Oui, non, c'est clair que pour Ramzat, franchement, là, ça a été la semaine de tous les, de tous les dangers. Mais il est refait. Il est refait. Ce mec va devenir une machine à pay-per-view. Il est refait. Parce que il y avait deux solutions. S'excuser, raser les murs, ou aller en frontal et dire, bon, il y a quoi maintenant? Maintenant, dites-moi, il y a quoi? Vous avez cru que j'allais perdre. Maintenant, vous dites quoi? J'ai dégommé tout le monde, on fait quoi maintenant? Et, euh, et je pense que en communication, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. C'est, 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 il va faire mal. Mais Je pour, pense qu'il va, mais pour la vas-y. suite, pour Ramzat, alors tu fais quoi? Si t'es dans la peau de Dana White, là, tu te dis, enfin, c'était son premier main event de pay-per-view, il loupe la pesée de 3,5 kilos. Ce que Kevin Aioli, donc journaliste pour Yahoo Sports, a dit, et je partage son avis, c'est vrai que là, en soi, il n'y avait pas d'enjeu de ceinture, mais s'il y a un title fight et que le gars se loupe de 3,5 kilos, c'est un petit peu plus le bordel quand On même. a encore moyen de le retester pour voir si c'était un accident. Donnons-lui, comment il s'appelle, Colby l'Américain, Covington? Colby Covington. Il y a pas 10 000 solutions Et tu pour qu'il penses prenne qu'il bat Colby Covington. Colby Covington ou pas? Oui, il le bat difficilement, mais il le bat bien. Et ok, est-ce que tu penses que maintenant, après l'avoir vu là contre Kevin Holland, est-ce que t'as appris un des choses sur lui? Et est-ce que deux, la vie que t'avais avec Kamaru Usman contre Shimaev où ça allait être le gros stop pour Ramzat, est-ce que ça a changé aussi pour toi ça? Je pense qu'il peut battre Ousmane Kamau. Oh. Et qu'est-ce qui a fait que t'as évolué un petit peu là-dedans? Mentalement, il est unbreakable. J'ai jamais vu ça de la vie. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation où tu as clairement fauté. Ton subconscient te juge, t'es mal, t'as pas fait le poids. T'arrives et quand tu fais ton entrée, tu piques un sprint du couloir de la mort jusqu'à la cage sans arrêt. T'arrives là-dessus, tu montes et t'es en mode le loup, quoi. Ouh, ouh. C'est chaud. Mentalement, il est invincible. Mentalement, il est juste invincible. Quand tu rajoutes à ça sa performance physique et ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il ne va pas faire long feu à 77 kilos. Je pense que bientôt, ou il va devoir s'y prendre très longtemps, changer de diététique et remettre des choses vraiment très serrées, ou il va devoir monter de catégorie pour aller s'installer chez les 84. Mais en tout cas, à date là, s'il met la main sur Pereira,
sur, euh, je parle, oui. Adesanya, il peut bouger un peu. Ça va durer un peu. Je vois pas comment il va pas battre Adesanya. Hmm. Je sais pas comment il va pas le battre. Le niveau de pression qu'il met et la connaissance du sol qu'il a, parce que, attention, Sadar Shop, il a fait trois variantes en une fois. Il a réajusté, réadapté, il a repris en mode Bravo, il a repris en mode comme s'il va aller sur Anaconda, il a réadapté, il est reparti. Il est extrêmement dangereux. Et ce n'est pas juste parce qu'il est fort, c'est parce qu'il croit qu'il est très, très fort. Hmm. La croyance le rend quasiment invincible. Il est persuadé qu'il peut marcher sur l'eau. Et un homme qui est persuadé qu'il peut marcher sur l'eau est extrêmement dangereux. Oh là 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 là. Et pour finir sur le cas Ramzat, le fait qu'ils disent en conférence de presse, bah, il y a la possibilité pour lui de devenir champion dans 3 catégories de poids. Est-ce que là, pour le coup, tu te dis, C'est de la com, c'est de la ok, com, c'est un peu dans l'excès, parce qu'encore une fois de plus, il va devoir se concentrer rapidement. Je pense que si on lui donne un gros combat comme Covington, il va pouvoir faire le poids parce que le combat va se préparer longtemps à l'avance. Il aura autant de descendre de poids, de s'organiser, de faire attention et de comprendre que son corps s'est modifié, son métabolisme s'est modifié. Il va réadapter les choses, il va visser un peu plus, il va faire attention, il sera au poids. Mais il ne peut pas faire ça indéfiniment. Je pense que très rapidement, là où il va s'installer durablement, c'est la catégorie des 84 kilos. Et puis, s'il va chez les lourds légers, il peut, en fonction de qui sera champion à ce moment-là. Si tout tombe sur des mecs qui sont très dimensionnés sur le pied-point, ça peut se passer très vite aussi. Il les amène au sol, il les emballe, quoi. Enfin, c'est un mec qui fait quand même 95 kilos quand il ne combat pas. Donc, il peut avoir la force et l'énergie d'amener au sol. Et s'il amène au sol, il va faire une grosse différence, tu vois. Maintenant, le genre de personnes qui peuvent le mettre en danger, encore une fois, c'est des mecs avec du profil de Charles Oliveira. C'est des mecs comme Nick Diaz, mais avec une fraîcheur. Parce que Nick Diaz, ce qu'il a fait à Ferguson, il ne peut pas faire ça à Ramzat. Ramzat Chimaev ne va pas taper vite, aussi vite. Enfin, c'est pas, voilà. hmm, Ferguson est vers la fin, il est fatigué. C'est, tu c'est peux pas dur quand shooter un même, take. hein. C'est dur, Non. non? Mais attends, il fait un takedown. Ils ne sont même pas encore, enfin, ils sont même pas encore arrivés au sol correctement. Il a déjà tapé. Enfin, le truc n'a pas fait 5 secondes. Tu vois ce que j'ai dit? Mais il s'est passé Euh, quoi pour... Enfin, j'ai du mal à me dire, tu te rends compte qu'en 2020, il y a juste 2 ans, hein, tu vois, là t'as fait un coma de 2 ans, il y a 2 ans, tu te disais, non mais ce mec-là, c'est le gars qui va peut-être battre Habib, il fait peur à tout le monde. Depuis, méconnaissable. Parce que les connexions ne se font plus pareil. Parce que le fight IQ ne se fait plus tout seul. Parce que son amené au sol qu'il a fait, c'était téléphoné de C'est ouf. ça. Et Jazz, ok, bon, le gars, il avait encore une main. Quand il met la main, euh, directement, dès que tu sens qu'il y a une main, tu vas mettre tes doigts pour aller contrer la main et pouvoir tirer les doigts et pouvoir se séparer pour qu'il n'y ait pas les deux doigts qui se connectent. Il n'y a même pas eu. Il a lâché l'affaire. Et je pense que à la base, il devait affronter Lee. C'est lui qui devait affronter Lee. Ouais. Si Lee met la main sur lui, il le couche. Ben oui, mais c'est pour ça, et moi c'est ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'il devait affronter un vrai welterweight à la base quand C'est ça. même. Donc, si tu veux, euh, je pense que les deux, Diaz Et et, Ferguson? et Ferguson, peuvent remercier le ciel parce qu'ils sont passés à côté d'une exécution sommaire. Les deux se seraient fait exécuter littéralement. Tu penses que Diaz aussi? Exécution sommaire. C'est, on peut essayer de spéculer sur son niveau de soumission, machin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, je suis persuadé que on néglige beaucoup sur le facteur de performance l'assurance de quelqu'un qui fait déjà ça. Je sais pas comment vous dire. Il y a des personnes qui sont des personnes très fortes à l'entraînement. Je sais pas pourquoi elles sont fortes à l'entraînement. Elles gagnent toujours, elles mettent des soumissions, machin. Mais quand tu lui annonces un combat, ça parle chinois, ça bégaye, tu sens que
c'est pas trop sûr, c'est machin. Ces personnes-là, de manière générale, le jour du combat, elles sont moins performantes. Et il y a des personnes qui sont là, qui s'entraînent, qui s'en foutent de se faire soumettre, de prendre des knockdowns, de prendre des machins, mais qui sont sûres d'elles le jour du combat, comme si elles avaient une oreillette ou quelqu'un va leur dire, ah non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avance juste, ça va bien se passer. Et ces personnes sont quasiment invincibles parce qu'il y a un truc qui arrive, qui les motive, je ne sais pas comment l'expliquer. Et, euh, et ça arrive avec la fraîcheur. Quand tu as un mec frais comme il est aujourd'hui, Ramzan Chimaev, il est frais, bah, il est à l'âge d'or de la force, il est solide, il est bien. C'est difficile quand même d'aller comment dire, compter sur le fait que tu vas l'intimider. Tu vois ce que je veux dire? Compter sur le fait qu'il va hésiter. Voilà quoi, il n'en a rien à cirer, il va te rentrer dedans, ça va se passer mal, tu vois. Mais t'as déjà été dans des situations comme ça, pas forcément avec l'UFC, mais dans d'autres organisations où un de tes athlètes était contre un gars où, bah, selon toute vraisemblance, tu vois, Ned Diaz contre Hamzat, on savait tous que ça allait très mal se passer pour Ned Diaz. Est-ce que t'as déjà été dans un truc comme ça? Est-ce que tu te dis, enfin, comme moi je me suis dit, c'est l'UFC d'habitude, quand ils font des combats, ce qui fait le succès de l'UFC, c'est qu'on se dit jamais c'est gagné d'avance. Là, sur le papier, Ramzat contre Diaz, il y a personne, je connais personne. Même toi, hein, d'habitude, tu peux avoir des hot tech un peu en mode, ah là, il peut faire quelque chose. Même toi, t'étais en mode, il va se faire rouler dessus, Nate Diaz. Parce que quand tu es une grosse organisation, tu ne peux pas qu'avoir des combats qui ont un sens. Et le sens n'est pas qu'unique. La règle que j'aimerais donner aux gars pour qu'ils comprennent, c'est que arrêtons de dire, oui, mais normalement, ils font que des combats équilibrés. Oui, mais normalement, ils font que. Il y a pas, c'est un champ ouvert. Il n'y a pas une règle pour tout. Il n'y a pas. Tu sais, il y a des gens qui arrivent toujours à te dire, oui, mais normalement, il dit qu'il tombe toujours vers l'avant. Pourquoi il a choisi un combattant qui est classé 25e? Il aurait dû tomber vers l'avant. Oui, mais non. À défaut, on s'adapte. La promotion sportive, c'est de l'adaptation. Dana White se rend compte que c'est compliqué et qu'il n'y aura pas de poids. Il sent que Nick Diaz va lui compliquer la vie et qu'il va demander beaucoup d'argent. Il n'est pas prêt à donner beaucoup d'argent à Nick Diaz. Il dit, bon, tu sais quoi, je ne vais pas me prendre la tête. L'autre n'est pas au poids. On va pas se prendre la tête puisque Nick Diaz demande sa somme d'argent et toute la somme d'argent que doit prendre l'adversaire, c'est infaisable. Je vais faire quoi? Je vais rematcher en mode, pas le match le plus équilibré, mais le match le plus vendeur. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ces matchs qu'on a recomposés sont devenus très vendeurs. Shimaev contre Kevin Holland. Kevin Holland, ça devient vendeur puisqu'ils ont une embrouille dans les vestiaires. Euh, Ah, puis il y avait Tony de Ferguson, l'incertitude. voilà, Tony Tony Ferguson. Ferguson euh, Nate contre Diaz. Nick Diaz, ça devient intéressant parce que Nick Diaz a lui tout, il vend tout. De toutes les façons, il vend tout. C'est un vieux combat qu'on avait rêvé faire à l'époque. On n'a jamais fait, on peut le faire. Et Nick Diaz à lui seul, il vend tout. Tu le mets tout seul, il fait soldat, il vend tout. Il faut juste que les gens comprennent les règles du jeu. Est-ce que tu te rends compte que quand on fait un arrêt à Paris et qu'il y a un mec qui est en préliminaire qui ne combat pas, il y a encore des gens qui écrivent en disant rembourser. Les gens n'ont pas compris qu'un événement, ça se vend en FAT 4, ça ne se rembourse pas. Et tu as Shimaev et Nedjas qui tombent à l'eau et personne, on ne rembourse personne. Parce que c'est marqué sur les tickets, cet événement est susceptible à des changements et qu'on n'est pas obligé de vous rembourser. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Ah si si si, il y a eu des justement, il y a eu des remboursements parce que c'était le main event. Voilà. Mais personne n'a Oui, demandé de remboursement par contre. c'est ce que je te dis, c'est qu'il y a eu une possibilité de remboursement, mais personne. C'est ce que je te dis, c'est que personne n'a demandé un remboursement. C'est ça. Alors que quand c'est le main event, on a droit au remboursement, mais personne n'a voulu de remboursement. Tout au contraire, entre l'espace de l'annulation de tous les combats et du chamboulement, et après, ils ont vendu 250 tickets, 250 000, non, c'est quoi? C'est ça, 250 tickets, c'est ça. C'est ça, 250, ouais. 250 tickets entre le moment où le combat s'annule et le début de la FAT4, le début du combat. C'est pour te dire que le, 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 le modèle business dans lequel travaillent les organisations ne peut pas toujours permettre d'organiser
dans la logique qui est pensée. D'habitude, on fait des matchs équilibrés. Mais si on n'a pas moyen d'équilibrer le combat, bah, on fait ce qu'on peut pour qu'il y ait un bon match. On fait ce qu'on peut pour qu'il y ait un bon match. Et c'est ça le MMA, c'est ça la promotion. Il faut faire de l'adaptation. Et je trouve ils s'en sortent pas mal. Juste que Kevin Holland, le connaissant et connaissant son manager, je pense qu'il a pris un billet. C'est ce qu'il a dit en plus. Hein, donc. Voilà. Lee, je m'inquiète pour lui parce qu'il est le gros perdant de tout. On lui a mis un adversaire qui avait 6 kilos de plus. Pendant que la commission refuse d'admettre... non. Dana White suppose que la commission n'aurait pas autorisé le match d'une différence de 4 kilos entre Chimaev et Ned Diaz. Pendant ce temps, le combat de Lee, le pauvre, il se prend un mec qui a 6 kilos de plus. Ensuite, il se fait voler à la fin. Ouais, je trouve ça m'écœure un peu plus. J'aimerais qu'il ait comment dire, qu'on lui propose un meilleur plan de carrière. Après, c'est vrai que bon, depuis quelques mois, en tout cas, c'est devenu une figure un petit peu plus connue du MMA. Concernant donc le main event, la Tony Ferguson, selon toute vraisemblance, là, ce n'est plus du tout le même. Pour Nate Diaz, est-ce que toi, t'as été impressionné par sa performance ou est-ce que t'es de l'avis parce que moi tu vois personnellement j'étais en mode ça a été un combat divertissant mais il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux sociaux qui étaient en mode bah là on voit clairement une ancienne génération qui s'affronte et deux gars qui sont plus là pour le très haut niveau. Ça c'est clair, c'est plus le haut niveau. C'est amusant, c'est divertissant mais ce n'est plus haut niveau. Maintenant, je salue son juge brésilien. C'est pas facile de placer verrouiller une clé comme ça aussi rapidement avec une main à un ancien comme Ferguson. Ferguson, il faut se rappeler que son sol est chaud quand même. Ferguson, c'est black belt chaud. C'est voilà quoi. Euh, mais euh, mais encore une fois de plus, non, je pense que c'est la fin pour les deux. Je pense que Ned Diaz, il doit juste partir essayer d'affronter Paul, Greg Paul ou je sais pas qui, et puis essayer de faire son oseille. Si jamais Anderson Silva perd contre Greg Paul, bah, c'est ça, bien, ou même le contraire, peu importe et tout, ça peut être bien pour Ned Diaz de rentrer dans la danse. Je pense que Ferguson devrait juste arrêter, point final. Arrêter, faut arrêter. Ça va pas. Et c'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais quand t'es dans une situation comme l'organisation de l'UFC, tu vois, donc toi, imaginons que tu te mets dans la peau de l'UFC où t'as un gars comme Tony Ferguson, qui reste quand même une star malgré ses 5 défaites consécutives. Là, c'était un combat où, ok, il a encore perdu, mais t'es pas complètement aux fraises. C'est compliqué. C'est compliqué de te... Non, c'est pas compliqué, non. Non, c'est compliqué. Mais Tony Ferguson, il y a forcément d'autres organisations qui vont le vouloir. En bare knuckle, ils vont vouloir de lui. En boxe qu'ils le prennent s'ils veulent. Même qu'ils le prennent s'ils veulent. Moi, je dis juste à mon client, à mon combattant, écoute, merci beaucoup pour les services rendus. Moi, je souhaite que tu prennes la retraite. Maintenant, c'est ta responsabilité. Si tu vas aller au bare knuckle, fais ce que tu veux. Moi, je peux plus. Je peux pas continuer à t'exploiter. Je peux pas continuer à... Non, c'est plus beau à voir, c'est moche. Le mec, physiquement, il a vieilli, intellectuellement, il a vieilli. Enfin, ça va pas, tu vois. Ouais, non, bah je partage ton avis. Donc voilà, donc en tout cas, c'était pour cette parenthèse UFC 279. Nouveau sold out pour l'UFC en tout cas. Franchement, impressionnant, et c'est ce que j'ai dit aussi à mes parents par rapport à... Et c'est... Toi, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. Donc mes parents étaient présents à l'UFC Paris, donc ils étaient comme des fous au niveau de l'ambiance, ils ont vibré et tout. Mais je leur ai dit, rendez-vous compte, là il y avait l'UFC Paris, pour nous c'était complètement fou, on attendait ça depuis des années. L'UFC 279, au niveau de l'ambiance globale, c'était un gros UFC mais sans plus, et ça fait plus de 2 millions en plus en termes de billetterie. Donc est-ce que pour toi il y a toujours, je sais pas, en termes de peut-être d'éducation du public ou de combat en général, un petit travail qui doit être fait en France? Oui, il y a un travail, mais ça va. Heureusement que la cité du péché
où on fait tous les combats au monde pour avoir 2 millions de plus que Bercy, quoi. Alors que l'OMMA est né dans le Nevada. Et puis, tout se passe dans le Nevada. Donc, tu as T-Mobile Arena qui a une capacité un peu plus grande que celle de Bercy. Enfin, c'est la base, c'est le minimum qui puisse faire 2 millions de plus en termes de recettes. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense qu'il y a un boulot qui a continué à faire. Mais non, le public français est très, très, très aware aujourd'hui. Le Ah, mais public oui. français est vraiment chaud. On Et a vraiment un public aujourd'hui qui sait de quoi on parle, qui s'accroche, qui joue bien le jeu. Et non, ça va se faire tout seul. Ça commence à se développer, tu vois. Les grands acteurs du MMA français continuent à... Les combattants connus comme Manon Fiorot, Benoît ou bien Cyril vont continuer nationaux, ils vont aller fréquenter des plateaux de télé, ils vont expliquer c'est quoi, ils vont faire des ambassadeurs, et puis il y aura des nouvelles générations qui poussent derrière et qui à un moment donné vont arriver à maturité, comme William, comme Fares, comme machin, et puis qui vont relayer. Et puis voilà, dans 10 ans, on aura atteint on fera ce genre de recettes calmement. Est-ce que tu te rends quand même compte que dans l'histoire du MMA mondial, jamais l'UFC a envisagé faire un pay-per-view à Paris? Est-ce que tu te rends compte que Dana White c'est ça, a je voulais en venir confirmé, là, voilà. a confirmé qu'il revenait à Paris et qu'il revenait quelque part en En France France, donc hors faire Paris. un UFC Fight Night. Ensuite, il revenait à Paris faire un pay-per-view. Est-ce que tu as capté qu'il Mais n'y a t'y pas de crois à ça pay-per-view? ou pas, voilà? Est-ce que t'y crois à ça? Mais j'y croyais avant même qu'ils le disent. Ok. Je le savais déjà en rumeur. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. On est à Paname, on est en Europe. Quand tu vois des mecs comme Lyon Cédar, tu crois qu'on va continuer à aller faire toutes les ceintures là-bas? Au bout d'un moment, enfin, ils ont bien compris que ça, ils vont faire comme ils veulent. Comme des fois, à Abu Dhabi, on combattait à 9 h du matin. Bah, s'il faut combattre à 9 h du matin, on va le faire. Mais au bout d'un moment, on va devoir aller faire plaisir au public des gens qui ont des ceintures. Tu ne peux pas continuer à faire des ceintures qu'aux États-Unis, alors que le public de Lyon-Sédois est ici sur le fuseau horaire de Paname, et puis le fuseau Non, tu ne peux pas continuer à faire ça. Donc, forcément, ça va arriver. Et Allez, t'allais dire quelque chose là. non, on va faire une fête. Bientôt, il y aura une grosse fête. Ah, il veut pas tout nous dire, il veut pas tout nous dire. Enfin. Bon, bref, parenthèse terminée. Le King, merci beaucoup, comme chaque semaine. En plus, bah voilà, on a passé les 200 000. Mine de rien, ça commence à ressembler à quelque chose, cette petite histoire. Donc ça fait plaisir. Absolument. Vous le méritez bien, les 200 000. Encore merci à tout ce public. Je reçois plein de messages super gentils sur les... J'avais commencé cette déclaration de la majorité silencieuse. Et en gros, j'ai reçu plein de messages de gens qui écrivaient en disant Complètement. la majorité silencieuse vous a remercié. C'est la majorité silencieuse qui vous parle. On ne parle pas beaucoup sur les commentaires, mais on est là, on suit, on sait ce que vous faites et tout, c'est très bien ce que vous faites et tout. Et donc voilà, cette majorité silencieuse, c'est elle qui vous a amené à 200 000 et je pense qu'elle peut vous amener au million. J'en suis persuadé. Il faut continuer à bosser et leur donner des bons contenus et ça va bien se passer. Eh ben, let's go, road to the milli. À la semaine prochaine, monsieur.